qu'il a envoyé. Il serra la corde autour de sa gorge jusqu'à ce que son visage devienne violet, une gratte-papier qui joue au soldat. « Tu n'as rien à faire ici, ma petite !» Elle était attachée à une chaise au milieu d'un centre d'opération tactique. Entourée par 12 des opérateurs les plus mortels de l'armée des États-Unis, sa chemise blanche était trempée de sueur. Ses poignets étaient à vif à cause des liens. Et l'homme qui l'étranglait était convaincu qu'elle était une infiltrée ennemie qui avait réussi à pénétrer la base opérationnelle avancée la plus sécurisée de Syrie. Mais le sergent-chef Colt Rennick avait commis une terrible erreur. La femme qu'il strangulait avait passé les 8 dernières années à entraîner des forces d'opération spéciales sur 4 continents. Elle avait conçu le programme de combat au corps à corps que la moitié des hommes dans cette pièce avaient appris et enfoui dans un dossier personnel classifié auquel Rennick n'avait pas accès, se trouvait un secret qui détruirait tout ce qu'il croyait savoir sur la guerre, sur les femmes et sur lui-même. Elle s'appelait la capitaine Dina Vasek, et avant la fin de la semaine, les hommes qui l'avaient touchée découvriraient la guerrière qu'ils avaient sous-estimée. Le centre d'opération tactique de la base Firebase Lightning se situait dans le coin nord-est de la Syrie, à 15 km de la frontière turque, et à une éternité de tout ce qui ressemblait à la sécurité. C'était un ensemble de tentes renforcées et de structures protégées par des sacs de sable qui sentaient le carburant diesel, le café brûlé, et cette tension particulière qui accompagne les opérations en territoire hostile sans marge d'erreur. Les murs étaient couverts de cartes marquées au crayon gras, d'images satellites épinglées sur des tableaux en liège et d'équipements de communication qui coûtaient plus cher que la plupart des maisons aux États-Unis. La capitaine Dina Vasek avait 33 ans. Elle avait les cheveux noirs coupés assez courts pour rentrer sous un casque et des yeux de la couleur du café noir qui avaient vu trop de choses et n'avait rien oublié. Il n'y avait rien de doux en elle, ni sa mâchoire, qui semblait taillée dans la même pierre que celle de son père, ni sa posture, qui restait rigide, même avec une corde lui entaillant la trachée, ni la façon dont elle observait chaque porte comme si elle calculait simultanément les angles de tir et les voies d'évacuation. Si vous regardez cette histoire depuis n'importe où dans le monde, sachez que ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas une fiction déguisée en réalité. C'est le genre de vérité qui est censuré dans les rapports officiels et dont on ne parle qu'en murmure parmi ceux qui y étaient. Restez jusqu'à la fin. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car ce qui est arrivé à Dina Vasek au cours des jours suivants allait remodeler l'entraînement des opérations spéciales pour une génération. La corde autour de sa gorge était du paracord militaire, du même type que celui utilisé pour les gréements de parachute et les réparations sur le terrain. L'homme qui la tenait était le sergent-chef Colt Rennick, le conseiller principal enrôlé d'un détachement opérationnel alpha de 12 hommes du 5e groupe des forces spéciales. Il avait 21 ans dans l'armée, 4 déploiements au combat dans des endroits qui n'existaient pas officiellement, et une certitude sur le monde qui s'était calcifiée en quelque chose de dangereux. Ses articulations étaient blanches contre la corde, et les veines de ses avant-bras saillaient comme des câbles, 4 heures plus tôt. Dina était arrivée à Firebase Lightning à bord d'un transport classifié avec des ordres signés par le général commandant du commandement des opérations spéciales. Sa mission était d'évaluer et de mettre à jour les protocoles de combat en quartier clos pour les unités déployées en avant. Elle l'avait fait des dizaines de fois auparavant sur des bases en Afghanistan. En Irak et en Afrique, la paperasse était impeccable. Ses accréditations étaient irréprochables, mais quelqu'un avait envoyé un message à l'équipe de Rennick affirmant qu'un agent étranger était en route, déguisé en officier féminin avec des ordres fabriqués, et Rennick, opérant sur des renseignements incomplets dans une zone de guerre, où la confiance était une monnaie et la paranoïa une survie, avait décidé de vérifier son identité de la manière forte. Le sergent Elias Croft se tenait près de la porte, la main posée sur son arme de poing, observant l'interrogatoire avec une malaise croissant. Il avait 31 ans. C'était le membre d'équipe le plus fiable de Rennick, un soldat qui avait suivi son sergent à travers des fusillades et des embuscades, et ce genre d'incidents rapprochés qui lignent les hommes pour la vie, mais quelque chose dans cette situation le tracassait. La femme sur la chaise n'avait pas paniqué quand il l'avait saisie. Elle n'avait pas crié quand il lui avait lié les poignets, n'avait pas supplié quand la corde s'était serrée autour de sa gorge. Elle avait simplement regardé Rennick avec une expression que Croft reconnaissait chez ses propres instructeurs, de la patience. Le genre de patience qui vient d'une confiance absolue en soi. Croft l'étudia plus attentivement. Sa respiration était contrôlée malgré la pression sur ses voies respiratoires. Ses muscles étaient détendus d'une manière qui suggérait un entraînement.
pas de la peur. Puis il remarqua un petit tatouage sur son poignet gauche, à peine visible sous les brûlures de la corde. 3 lettres en encre fanée. Kaya. Son sang se glaça. Il avait vu ce tatouage 5 ans plus tôt à Fort Bragg, sur le poignet de la femme qui avait passé 3 semaines à enseigner à toute sa classe comment survivre au combat au corps à corps contre des adversaires plus grands et plus forts. Elle l'avait jeté 6 fois en une seule session et l'avait ensuite aidé à comprendre ce qu'il faisait de mal. Elle l'avait poussé jusqu'à ce qu'il veuille abandonner, puis l'avait poussé plus fort, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il était capable de plus qu'il ne l'imaginait. Les autres stagiaires avaient un nom pour elle. Ils l'appelaient Mère. Dina Vasek avait appris à se battre de son père avant même d'apprendre à lire. Le sergent-major Thomas Vasek avait fui la Tchécoslovaquie communiste en 1978 avec rien d'autre que les vêtements sur son dos et une détermination que les frontières ne pouvaient contenir. Il avait traversé l'Europe, puis l'Atlantique, dormant dans les champs et faisant des petits boulots jusqu'à ce qu'il atteigne l'Amérique. Il s'était enrôlé dans l'armée des États-Unis le jour où il avait obtenu sa citoyenneté, car il voulait défendre le pays qui lui avait donné une seconde chance à la vie. Il avait servi 32 ans, la plupart dans les forces spéciales, déployées dans des endroits qui ne seraient pas déclassifiés avant des décennies. Il avait élevé sa fille unique comme il avait été élevé dans l'ancien pays, avec une discipline qui ne franchissait jamais la ligne de la cruauté, avec un but qui structurait chaque jour, avec la compréhension que le monde ne donnait rien à ceux qui attendaient une permission. Chaque matin avant l'école, il lui enseignait des techniques de lutte sur le tapis qu'il avait installé dans leur garage, chaque soir après les devoirs. Il lui apprenait le levier, le timing et la façon dont une personne plus petite pouvait vaincre une plus grande grâce à une technique supérieure et une volonté inébranlable. À 16 ans, Dina pouvait exécuter un étranglement arrière parfait contre des adversaires 2 fois plus grands qu'elle. À 18 ans, elle avait obtenu une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien et remporté 3 championnats nationaux de lutte, en compétition contre des femmes qui s'étaient entraînées toute leur vie et en les battant avec les compétences que son père lui avait transmises. Mais la leçon qui avait façonné sa vie était arrivée un matin de printemps 2007, quand 2 soldats en uniforme de cérémonie avaient frappé à la porte de leur petite maison à Fayetteville, en Caroline du Nord. Elle savait ce que cela signifiait avant même qu'il parle. Tout enfant de militaire savait ce que signifiaient des uniformes de cérémonie à la porte. Son père avait été tué en Afghanistan, pris en embuscade dans une vallée appelée Wanat avec 8 autres soldats de son unité. La bataille avait duré des heures. Sa position avait été envahie 2 fois. Il avait 54 ans et s'était porté volontaire pour un dernier déploiement, parce que les jeunes soldats de son unité, les garçons qu'il avait entraînés, mentoraient et aimaient comme des fils, avaient besoin de quelqu'un d'expérimenté pour les ramener sains et saufs. Il était mort en portant un soldat blessé à l'abri. La balle qui l'avait tué était entrée par le dos parce qu'il avait placé son corps entre l'ennemi et le soldat qu'il protégeait. Dina avait 19 ans. Elle enterra son père au cimetière national d'Arlington avec tous les honneurs militaires, se tenant au garde-à-vous en vêtements civils pendant que la garde d'honneur pliait le drapeau et que le clairon jouait la sonnerie aux morts. Elle accepta le drapeau d'un général qui lui dit que son père était un héros. Elle ne pleura pas. Elle avait promis à son père un jour qu'elle ne pleurerait jamais devant des gens qui pourraient confondre ses larmes avec de la faiblesse. Elle pleura seule cette nuit-là dans sa chambre d'enfance, entourée des trophées et des photos d'une vie qui ne serait plus jamais la même. 3 semaines plus tard, elle entra dans un bureau de recrutement de l'armée et dit au sergent derrière le comptoir qu'elle allait terminer ce que son père avait commencé. Le sergent regarda cette jeune femme petite et déterminée et lui demanda ce qu'elle voulait dire. Elle lui répondit que son père avait passé sa vie à entraîner des guerriers. Elle allait faire la même chose, et elle allait être meilleure que quiconque dans l'histoire de l'armée des États-Unis. Le chemin qu'elle traça au cours des 14 années suivantes fut sans précédent dans l'armée. Elle sortit majeure de promotion de l'école des candidats officiers. Elle compléta l'école des Rangers, l'une des premières femmes à le faire. Finissant dans les 10% supérieurs malgré une cheville fracturée qu'elle cacha au médecin pendant les 3 derniers jours, elle réussit tous les cours d'évaluation et de sélection qui lui permettaient d'approcher les opérations spéciales, mais les règles de l'époque ne lui permettaient pas de servir dans un rôle de combat direct. Alors elle trouva une autre façon de servir. Elle devint spécialiste en entraînement. Elle conçut des programmes de combat incorporant des techniques de jiu-jitsu brésilien, de lutte,
de Krav Maga et d'une douzaine d'autres disciplines, elle enseigna le combat au corps à corps à des opérateurs de la Delta Force, à des membres des SEAL et à des soldats des forces spéciales à travers le monde. Elle entraîna plus de 4000 des guerriers les plus élites de l'histoire américaine. Les hommes qu'elle entraînait l'appelaient « mère ». Pas comme une insulte, pas comme une diminution, mais en reconnaissance de ce qu'elle leur donnait. Elle les protégeait comme une mère protège ses enfants. Elle les poussait comme une mère pousse ses enfants à être meilleurs qu'ils ne le croient possible. Elle leur donnait des compétences qui les gardaient en vie dans les endroits les plus sombres de la terre. Et elle les aimait farouchement et sans réserve, parce que chaque soldat qu'elle entraînait était un soldat qui pourrait rentrer chez lui sain et sauf auprès de sa famille. Le tatouage sur son poignet était pour son père, qui a tué au combat. Elle le touchait chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir, un rappel de la promesse qu'elle avait faite sur sa tombe. Elle entraînerait des guerriers, elle les rendrait meilleurs, elle les rendrait dignes du drapeau qu'ils servaient. Le sergent-chef Colt Rennick avait bâti toute sa carrière sur le fait d'avoir raison. Il n'avait jamais perdu un homme sous son commandement, jamais échoué un objectif de mission, jamais pris une décision tactique pour laquelle il avait dû s'excuser ou s'expliquer devant une commission d'enquête en 21 ans de service. Ses instincts avaient gardé lui et ses hommes en vie dans des situations qui auraient dû les tuer tous. Et dans le monde des opérations spéciales, où la confiance faisait la différence entre la vie et la mort. Ce bilan s'était calcifié en quelque chose de plus dur et de plus dangereux qu'une simple assurance. C'était devenu une certitude absolue et inébranlable qu'il pouvait lire n'importe quelle situation, évaluer n'importe quelle menace et répondre par une action décisive. Mais sous cette certitude se cachait une blessure dont Rennick ne parlait jamais. Une blessure qui façonnait chaque décision qu'il prenait, même quand il n'en reconnaissait pas l'influence. En 2009, sa jeune sœur, Megan, avait rejoint l'armée. Elle avait grandi en regardant son grand frère servir avec distinction, en entendant ses histoires de camaraderie, de but et d'appartenance à quelque chose de plus grand que soi. Elle voulait être infirmière. Elle voulait sauver des vies comme Colt les protégeait. Elle avait été affectée à une unité de soutien en Irak et avait été tuée par une attaque à la roquette le 3e jour dans le pays. Elle avait 22 ans, elle n'avait jamais tiré avec son arme au combat. Elle n'avait jamais eu la chance de sauver quiconque. Rennick était en Syrie quand il avait reçu la notification. Il n'avait pas pu assister à ses funérailles parce que la sécurité opérationnelle l'empêchait de partir. Il avait enterré son chagrin sous des couches de professionnalisme et de performance parce que c'était ce que faisaient les soldats. Ils compartimentaient, ils continuaient. Ils ne laissaient pas une perte personnelle affecter leur capacité à accomplir la mission. Mais le chagrin ne disparaît pas simplement parce qu'il est enterré. Il se transforme, il métastase. Et dans le cas de Rennick, il était devenu une conviction que les femmes n'avaient pas leur place dans les zones de combat, que leur présence était au mieux une distraction, au pire une responsabilité, que chaque femme soldat qu'il rencontrait lui rappelait son échec à protéger sa sœur. Quand le message arriva affirmant qu'une infiltrée féminine était en route vers Firebase Lightning, Rennick ne remit pas en question le renseignement, il ne le vérifia pas par des canaux secondaires, il n'attendit pas de confirmation du haut commandement. Il vit ce qu'il s'attendait à voir, ce qu'il avait besoin de voir. Et maintenant, il se tenait dans le centre d'opération tactique avec une corde autour de la gorge d'une femme et 11 opérateurs qui l'observaient, attendant son prochain mouvement. Le sergent Croft s'avança. Sa voix était calme mais ferme. Il dit qu'il la reconnaissait. Rennick se tourna, la corde encore serrée dans ses mains. Il exigea de savoir de quoi Croft parlait. Croft répondit qu'il avait été entraîné par elle à Fort Bragg 5 ans plus tôt dans un cours de combat en quartier clos. Il dit que son nom était Vasek, Capitaine Dina Vasek. Il dit qu'elle avait entraîné la moitié de la communauté des opérations spéciales dans l'armée des États-Unis. Il dit que les hommes qu'elle avait entraînés avaient un nom pour elle. La prise de Rennick sur la corde se desserra légèrement. Il exigea de savoir si Croft en était certain. Croft se dirigea vers le terminal biométrique dans le coin du centre d'opération. Il demanda à Dina sa main. Elle l'attendit à travers les liens, son poignet à vif. Mais son mouvement stable, il pressa son pouce sur le scanner et attendit 30 secondes plus tard. Son dossier de service apparut à l'écran. 14 ans de service. Qualifié Ranger. Instructrice de combat au corps à corps pour le commandement des opérations spéciales de l'armée des États-Unis, le commandement conjoint des opérations spéciales et la guerre navale spéciale. Des commandations de 3 généraux 4 étoiles différents. Une étoile de bronze avec dispositif V,
pour un incident en Afghanistan qui restait partiellement classifié, et une note au bas de son dossier qui fit chuter l'estomac de Croft, experte principale en matière pour tous les programmes d'entraînement au combat du JSOC depuis 2018. Rennick fixa l'écran. Son visage avait pâli, la certitude qu'il avait définie pendant 2 décennies se fissurait, et il pouvait sentir les morceaux commencer à tomber. La voix de Dina était stable malgré la corde qui pressait encore contre sa gorge meurtrie. Elle lui dit qu'elle avait essayé d'expliquer quand il l'avait saisie pour la première fois. Elle lui dit qu'elle leur avait montré ses ordres, son identification, ses codes d'autorisation. Elle lui dit qu'il n'avait pas voulu écouter parce que écouter aurait signifié se remettre en question. Rennick retira la corde de sa gorge. Ses mains tremblaient. Elle se leva lentement, frottant ses poignets où les liens avaient entaillé sa peau. Son cou était violet de bleu qui mettrait des semaines à s'estomper. Sa voix était rauque, mais ses yeux ne montraient aucune colère, seulement quelque chose qui ressemblait à une profonde tristesse. Elle lui dit qu'elle comprenait pourquoi il l'avait fait. Elle lui dit que le chagrin faisait voir des ennemis partout, surtout aux endroits où l'on se sentait le plus effrayé. Mais elle lui dit aussi que comprendre ne signifiait pas accepter, et que ce qui se passerait ensuite déterminerait le genre d'homme qu'il choisissait d'être. Rennick ouvrit la bouche, essayant de trouver des mots qui pourraient être adéquats pour ce qu'il avait fait. Avant qu'il puisse parler, le premier obus de mortier toucha le compound. L'attaque vint de 3 directions simultanément. Dina se jeta au sol alors que le mur du centre d'opération explosait vers l'intérieur, couvrant la pièce de débris et d'éclats. L'onde de choc la traversa comme un poids physique, la plaquant contre le sol de terre et chassant l'air de ses poumons. Elle entendit des cris quelque part à sa gauche. Elle entendit le crépitement distinctif des AK-47 se mêlant au boom plus profond des mortiers. Elle rampa vers le râtelier d'armes sur le mur opposé, gardant la tête en dessous du niveau des fenêtres brisées autour d'elle. L'équipe s'agitait pour répondre, certains blessés par l'explosion initiale, tous désorientés par la vitesse et la férocité de l'assaut. Rennick criait des ordres, essayant d'organiser une défense. Mais sa voix se perdait dans le chaos. Les mortiers tombaient encore, chaque impact envoyant des ondes de choc à travers le sol. Les tirs d'armes légères crépitaient depuis le périmètre, gagnant en intensité, alors que les combattants ennemis pressaient leur avantage. Dina atteignit le râtelier d'armes et saisit un M4. Elle vérifia le chargeur. La chambre confirma qu'une cartouche était engagée et bascula la sécurité. Ses mains étaient instables, sa respiration contrôlée. La peur était là, un nœud froid dans son estomac, mais elle avait appris il y a longtemps à utiliser la peur au lieu d'être utilisée par elle. Elle se dirigea vers la porte brisée et évalua la situation avec l'œil entraîné de quelqu'un qui avait étudié le combat sous tous les angles possibles. Des éclairs de bouche au sud, au moins 2 équipes de tir travaillant en coordination. 2 positions de mitrailleuses à l'est, posant une feu de suppression qui gardait les défenseurs cloués au sol. Du mouvement dans la ligne d'arbres au nord. Des silhouettes se déplaçant entre les abris, alors qu'elles avançaient vers le fil de périmètre. 30 à 40 combattants, vecteurs d'assaut coordonnés. Discipline de tir professionnelle. Ce n'étaient pas des insurgés locaux ou une milice non entraînée. C'était une attaque planifiée par des combattants qui savaient ce qu'ils faisaient. Elle prit une décision. Elle saisit l'épaule de Croft alors qu'il passait près d'elle vers la porte. Elle pointa le secteur sud et lui dit de prendre 3 hommes et de supprimer ses positions de mitrailleuses. Elle lui dit d'utiliser le fossé de drainage qui courait parallèle à la clôture de périmètre pour se couvrir. Elle lui dit d'attendre son signal avant de bouger parce qu'elle avait besoin de coordonner la contre-attaque. Croft hésita une demi-seconde, regardant cette femme qui avait été prisonnière 5 minutes plus tôt, puis il hocha la tête une fois et se dirigea pour rassembler son groupe. Dina se tourna vers Rennick. Il se tenait près de la station de communication, fixant l'équipement détruit avec une expression qu'elle reconnaissait. Sa certitude s'était brisée, et il ne savait pas par quoi la remplacer. Il se noyait, et la bataille se déroulait autour de lui, pendant qu'il luttait pour trouver un sol ferme. Elle se plaça directement devant lui. Elle lui dit qu'elle avait besoin de lui. Elle lui dit que ses hommes avaient besoin de lui. Elle lui dit que ce qui s'était passé entre eux dans la dernière heure n'importait pas pour l'instant. Ce qui importait, c'était qu'il y avait des combattants ennemis à l'intérieur du périmètre et des soldats qui mourraient si leur leader ne dirigeait pas. Quelque chose changea sur le visage de Rennick. La confusion ne disparut pas, mais elle s'organisa en quelque chose de fonctionnel. Il hocha la tête une fois. Dina lui dit de prendre le périmètre est. Elle s'occuperait du nord. Elle lui dit de faire confiance à son entraînement et à ses hommes.
Elle lui dit qu'il débrieferait tout le reste quand les tirs s'arrêteraient. Dina se déplaça à travers le compound comme si elle y était née, utilisant les positions protégées par des sacs de sable et les murs anti-souffle pour se couvrir alors qu'elle se dirigeait vers le secteur nord. Des balles sifflèrent près de sa tête, assez près pour qu'elle sente le changement de pression dans l'air. L'odeur de carburant brûlant se mêlait à celle de la cordite et au goût cuivré du sang. Elle atteignit la position défensive nord et trouva 3 soldats cloués au sol derrière un mur effondré. 2 d'entre eux ripostaient par des rafales contrôlées. Le troisième, un jeune sergent nommé Harwell, était affalé contre les sacs de sable avec du sang imprégnant sa chemise d'uniforme. Elle s'agenouilla à côté de lui et se mit au travail. Les éclats avaient déchiré son épaule, sectionnant quelque chose d'assez important pour que le sang pompe à chaque battement de cœur. Elle saisit le garrot de sa poche, celui qu'elle portait toujours parce que son père lui avait appris que la préparation faisait la différence entre la vie et la mort. Elle positionna le garrot haut et serré, 5 centimes au-dessus de la blessure, exactement là où le manuel d'entraînement indiquait de le placer. Elle tourna le moulinet jusqu'à ce que le saignement ralentisse d'une pompe à un suintement. Elle sécurisa le moulinet avec le clip de rétention et marqua l'heure sur la sangle avec un marqueur de sa poche. Le visage de Harwell était pâle, ses yeux flous. Il lui demanda qui elle était. Elle lui répondit qu'elle était la personne qui allait le garder en vie. Elle lui dit de rester à terre, de se taire et de faire confiance à l'aide qui arrivait. Elle se leva et se dirigea vers le mur, appuyant son épaule contre le béton rugueux alors qu'elle évaluait la menace. Les combattants ennemis avançaient à travers la ligne d'arbres par paires, utilisant un Overwatch bondissant avec le genre de discipline qui venait d'un entraînement professionnel. Ce n'étaient pas des fermiers avec des fusils, c'étaient des soldats. Elle assigna des secteurs de tir aux 2 soldats restants, nord-nord-ouest pour l'un, nord-nord-est pour l'autre. Elle prendrait le centre. Le premier combattant émergea de l'abri à 20 mètres, son arc levé pour tirer. Dina lui mit 2 balles dans la poitrine avant que son doigt ne trouve la détente. Il tomba sans un bruit. Les 3 minutes suivantes furent une violence contrôlée. Elle tira en rafales courtes et précises, économisant les munitions et maximisant l'effet. Elle appela des transferts de cible quand un des autres soldats avait un meilleur angle. Elle ajusta les positions quand l'ennemi essayait de flanquer, se déplaçant avant qu'il ne puisse la clouer au sol. L'odeur de la cordite emplissait ses narines. Des douilles chaudes éjectées de son fusil rebondissaient sur son avant-bras, laissant de petites brûlures qu'elle ne remarqua pas. La poussière couvrait sa gorge et bouchait ses yeux. Ses mains ne tremblèrent jamais. Sa visée ne vacilla jamais. Quand l'ennemi rompit enfin le contact sur le secteur nord, 7 combattants glissaient morts dans la ligne d'arbres et 3 autres traînaient des camarades blessés vers l'arrière. Elle entendit la voix de Croft à la radio, tendue mais contrôlée. Le secteur sud était dégagé. Les positions de mitrailleuses étaient neutralisées. Rennick rapporta que le périmètre étonnait, mais qu'il y avait un problème. 2 soldats de la position défensive ouest étaient tombés, blessures par balle. Pas de médecin à portée. Dina se déplaça avant que quiconque puisse l'arrêter. Elle traversa 40 mètres de terrain ouvert sous le feu. Des balles soulevaient la poussière autour de ses pieds et sifflaient près de ses oreilles. Elle plongea les derniers 3 mètres et glissa dans la position ouest, se relevant à côté du sergent Reyes avec son fusil toujours prêt. Reyes avait une blessure traversante à la cuisse, douloureuse mais gérable. Le spécialiste Dunn était pire. Il avait pris une balle dans la poitrine juste en dessous de son porte-plaque où l'armure souple cédait la place au tissu. La blessure bouillonnait à chaque respiration. Elle tria en 3 secondes. Dunn de board. La blessure à la poitrine aspirait de l'air, ce qui signifiait un pneumothorax sous tension si elle n'agissait pas vite. Elle déchira sa chemise et trouva la blessure d'entrée, un petit trou qui produisait du sang bouillonnant à chaque expiration. Elle saisit le seau thoracique du kit de premiers soins de Dunn, pela le support avec ses dents et le plaqua sur la blessure. L'adhésif adhéra immédiatement, créant un seau occlusif qui permettait à l'air de sortir mais empêchait plus d'air d'entrer. Elle le roula légèrement et vérifia s'il y avait une blessure de sortie, en trouva une plus basse à droite, appliqua un second seau. La respiration de Dunn se stabilisa. Il leva les yeux vers elle, avec des yeux qui commençaient à se concentrer. Il murmura quelque chose qu'elle entendit à peine. « Merci, mère. » Elle serra son épaule une fois et se tourna vers Reyes. Elle combla sa blessure avec de la gaze de combat.
appliquant une pression directe pendant qu'elle travaillait. Le saignement ralentit. Rennick apparut à côté d'elle. Il avait quitté sa position sur le périmètre et traversé le même terrain ouvert qu'elle. Son fusil fumait d'un tir soutenu. Sa voix était calme. Il lui demanda ce dont elle avait besoin. Elle lui dit de maintenir la pression sur la blessure de Reyes. Elle lui dit exactement combien de force appliquer. Elle lui dit de ne pas lâcher jusqu'à l'arrivée de l'évacuation médicale. Peu importe ce qui arrivait. Il s'agenouilla à côté d'elle et fit exactement ce qu'elle disait. Ses mains étaient instables maintenant. Le guerrier sous le chagrin se rappelait qui il était. Pendant les 20 minutes suivantes, ils travaillèrent côte à côte, l'ancien interrogateur et la femme qui l'avait strangulé, gardant 2 soldats en vie pendant la plus longue nuit de leur vie. La force de réaction rapide arriva à l'aube avec des hélicoptères d'attaque et des forces terrestres supplémentaires. L'ennemi se retira vers la frontière turque, laissant 26 combattants morts dans et autour du périmètre de la base. Firebase Lightning avait tenu. 4 soldats étaient blessés, 2 d'entre eux gravement. Un tué. Le spécialiste en communication qui était mort dans l'explosion initiale. Dina s'assit sur une caisse de munitions près des ruines du centre d'opération, ses mains encore tachées du sang d'autres hommes. Son cou était violet de bleu qui mettrait des semaines à s'estomper. Sa gorge lui faisait mal quand elle déglutissait. Ses mains, qui avaient été si stables pendant les combats, tremblaient maintenant que l'adrénaline retombait. Elle ferma les yeux et s'accorda 10 secondes pour ressentir tout ce qu'elle avait refoulé pendant la bataille. La peur, la colère, le poids familier de la violence et de la perte. Puis elle ouvrit les yeux et le rangea, comme son père le lui avait appris. Rennick s'approcha d'elle lentement, comme un homme s'approchant d'un feu qu'il savait pouvoir le brûler. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Il s'assit à côté d'elle sans demander la permission. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. La base reprenait vie autour d'eux. Des médecins soignant les blessés, des soldats sécurisant le périmètre, des officiers aboyant des ordres dans les radios. Mais dans le petit espace entre eux, il n'y avait que le silence. Puis il lui parla de sa sœur. Elle s'appelait Megan. Elle voulait être infirmière parce qu'elle croyait que sauver des vies était la vocation la plus noble qu'une personne puisse avoir. Elle avait rejoint l'armée à cause de lui, parce qu'elle avait grandi en regardant son grand frère servir avec distinction, et elle voulait faire partie de quelque chose qui comptait. Elle était en Irak depuis 72 heures quand la roquette avait frappé ses baraquements. Il dit à Dina qu'il n'avait pas pu assister à ses funérailles, qu'il avait appris sa mort par un appel téléphonique satellitaire au milieu du désert syrien, qu'il avait passé les 3 années suivantes à se convaincre que si les femmes restaient simplement hors des zones de combat, elles seraient en sécurité, que sa sœur aurait été en sécurité. Il lui dit qu'il savait que c'était irrationnel, que ça n'avait pas de sens, qu'aucune politique ou interdiction ne protégerait quiconque de la violence aléatoire, mais le chagrin se fichait de la logique. Le chagrin trouvait une cible et s'y accrochait, même quand la cible était innocente. Dina écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle lui parla de son père. Elle lui parla de Thomas Vasek, le réfugié devenu guerrier, des leçons dans le garage et de la discipline enveloppée d'amour, du matin où elle avait ouvert la porte et vu 2 soldats en uniforme de cérémonie et su avant qu'ils parlent que sa vie allait changer pour toujours. Elle lui parla de Wanat, de son père mourant avec son corps entre une balle ennemie et un soldat blessé qu'il essayait de sauver. De la jeune fille de 19 ans qu'il avait enterrée à Arlington et juré de continuer son travail. Elle lui dit qu'elle comprenait le chagrin mieux que la plupart des gens, qu'il pouvait vous transformer en quelqu'un que vous ne reconnaissiez pas, qu'il pouvait vous faire blesser des gens qui n'avaient rien fait de mal. Elle lui dit que ce qu'il lui avait fait était mal. Il n'y avait pas d'excuse. Mais elle lui dit aussi qu'elle ne croyait pas que la punition le guérirait. Seule la responsabilité et la croissance le feraient. Les yeux de Rennick étaient humides. Il lui demanda comment elle pouvait envisager de lui pardonner après ce qu'il avait fait. Dina resta silencieuse un moment, puis elle lui dit que le pardon n'était pas pour lui, c'était pour elle. C'était refuser de laisser ses actions la transformer en quelqu'un d'amer et de dur. Quelqu'un qui voyait des ennemis partout, quelqu'un qui ne pouvait pas reconnaître l'être humain blessé sous l'uniforme. Elle lui dit que son père lui avait appris que la mesure d'un guerrier n'était pas le nombre d'ennemis qu'il détruisait, c'était le nombre de personnes qui l'aidaient à devenir meilleur, même celles qui lui avaient fait du tort. Rennick baissa la tête. Ses épaules tremblèrent de sanglots silencieux. Dina tendit la main et posa sa main sur son bras. Elle lui dit que Megan ne voudrait pas qu'il vive comme ça. Pourtant, la culpabilité et la rage et les dirigeant vers des gens qui n'avaient rien fait de mal. Elle lui dit que la meilleure façon d'honorer sa sœur était de devenir le leader qu'elle avait cru qu'il était déjà.
3 jours plus tard, le colonel Nathan Reeves arriva à Firebase Lightning pour mener l'enquête formelle. Il examina les images de sécurité du centre d'opération. Il interrogea chaque membre de l'équipe. Il documenta les bleus sur le cou de Dinah et les brûlures de cordes sur ses poignets. Il compila un rapport qui déterminerait le sort de carrière et de réputation. Sa recommandation était que le sergent-chef Rennick fasse face à une cour martiale pour agression sur un camarade de service. Dinah demanda une réunion privée avec le colonel. Elle lui dit qu'elle ne voulait pas que Rennick passe en cour martiale. Elle lui dit que Rennick avait commis une erreur née d'un chagrin non traité. Elle lui dit que l'armée serait mieux servie en exigeant de Rennick qu'il suive un counseling intensif et un entraînement au leadership. Le colonel lui demanda pourquoi elle plaiderait pour un homme qui l'avait blessé. Dinah lui répondit que détruire Rennick n'annulerait pas ce qui s'était passé, mais lui donner une chance de grandir pourrait empêcher que cela arrive à quelqu'un d'autre. Le colonel resta silencieux un long moment. Puis il lui dit qu'en 30 ans de service, il n'avait jamais vu une victime plaider pour son agresseur avec une telle clarté. Il dit que ce genre de courage moral était exactement ce dont l'armée avait besoin de plus. Il dit qu'il recommanderait sa proposition au général commandant. 6 mois plus tard, Dinah Vasek se tenait dans une installation d'entraînement à Fort Bragg, regardant une nouvelle classe de candidats aux opérations spéciales commencer leur instruction au combat. Rennick avait complété son counseling obligatoire. Il n'était pas retourné à un poste de leadership sur le terrain, mais il était resté dans l'armée. Il avait lancé un groupe de soutien par les pairs pour les soldats confrontés au chagrin et à la perte. Selon les rapports que Dinah recevait, il était un homme différent, plus calme, plus réfléchi, plus disposé à écouter avant d'agir. Le faux message qui avait déclenché l'incident fut tracé jusqu'à une opération de renseignement étranger visant à semer la discorde au sein des unités d'opérations spéciales américaines. La source avait été neutralisée. La vulnérabilité avait été corrigée. Le spécialiste Dunn et le sergent Reyes avaient tous deux récupéré complètement. Dunn avait écrit une lettre à Dinah pour la remercier de lui avoir sauvé la vie. Dans la lettre, il expliquait pourquoi les hommes l'appelaient « mère ». Il disait que c'était parce qu'elle les protégeait comme seule une mère le pouvait, avec tout ce qu'elle avait, sans hésitation, sans réserve. Après la session d'entraînement, une jeune sous-lieutenante s'approcha d'elle. Elle dit qu'elle avait entendu ce qui s'était passé en Syrie. Elle demanda comment Dinah avait trouvé la force d'aider les gens qui l'avaient blessée. Dinah lui parla de son père, du tatouage sur son poignet, de la promesse qu'elle avait faite à Arlington. Elle lui dit que les guerriers ne combattaient pas pour la vengeance. Ils combattaient pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, pour les soldats à leur côté, pour les soldats qui viendraient après. Elle lui dit que la chose la plus difficile au monde était de donner à quelqu'un la chance de devenir meilleur que son pire moment. Mais c'était exactement ce qui rendait cela valable. La lieutenante écouta avec l'intensité de quelqu'un entendant quelque chose qui changerait sa vie. Dinah toucha le tatouage sur son poignet. Kaya, tué au combat. Son père était mort en protégeant ses soldats. Elle avait passé sa vie à préparer des soldats, à se protéger mutuellement. Le soleil se couchait sur Fort Bragg, peignant le ciel de nuances d'orange et d'or. Quelque part là-dehors, des soldats qu'elle avait entraînés montaient la garde dans des endroits dont la plupart des gens n'auraient jamais connaissance. Ils étaient en vie parce qu'ils étaient prêts. C'était suffisant. Go to bed. Got out of bed. Nah, I think. Yeah, I think I need to perhaps get an item that's a major part of the recipe. Perhaps. That's just my guess. Have I been here? I think I have. Lol. Object permanence? Never heard of it. Who are you again? That's map. Ooh. Ow. And then got cauldrons in here and just a big old block or something. Ho hum ho hum. I don't need to cook stone. Jolly good. Iron, furnace, smooth stone. I eat.
iron will do. Thank you, Jai, for the 150 bits. Got him. Appreciated. Thanks, Cool Dude. Thanks, Cool Dude. Okay. Fuck, I need to get more iron. I don't want more iron. I don't want to go back down. It sucks down there. Okay. Okay. This is fine. We'll just cook some stone to start with. We'll make another furnace. How are you going, Jai? I hope you're doing well. Hope you're having fun. Alright, smithing table. Smithing table. What do we need for that? More iron and just wood. Perfect. That's fine. Alright, well you're doing that. I think there's still iron up top. Me mountain. Ooh. Whoa. I've danced with danger already this stream. It was good until it wasn't. And then it was really bad. And then it got even worse for a really long time. I, for one, quite like strip mining. Just hold and click, moving and grooving. Suits me just fine. Alright, mountain armadillos, show me the wisdom of your iron. All the way up there, you got it. I don't know why we're getting so framey. Unusual. Curious. Ooh, don't fall down. Don't do that. Alright. This is much safer, much easier than any kind of mining, really. Oh, as you might see, I've got an emerald block over there. They do call me highfalutin. Yes. Just you wait